Laurent Roland, Toninkès, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Internautes, bonjour également. Bienvenue. Merci. Vous avez pu? Oui, il fallait justifier. Vous avez dû? Vous avez pu ou vous avez dû? J'ai dû faire l'effort nécessaire pour être là ce matin. Parce que, n'est-ce pas? Autrement, à la fin du mois, on peut À la le fin du rappeler. mois, vous savez, comme le travail coutume de le dire, il suffira d'appuyer sur un bouton. Allez, De toute façon, on va démarrer Laurent Roland Toninkès par eh bien, le quotidien La Priorité qui écrit ce matin, bras de fer syndicat gouvernement, vivement que la ligne rouge ne soit pas franchie. oui, est-ce qu'on dira que vivement que la ligne rouge ne soit pas franchie? De quelle ligne rouge parlons-nous? Est-ce qu'il devrait avoir de ligne rouge dès lors que les travailleurs décident de manifester pour leurs conditions de vie et de travail dans une certaine mesure? Je pense qu'il n'y a pas de ligne rouge à franchir. C'est vrai qu'il y a des itinéraires qu'il ne faut pas prendre à la limite, mais dire qu'il y a de lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, je crois que ça participe de la privation des libertés fondamentales. Et donc, on va devoir faire l'effort d'éviter ce langage de ligne rouge, mais permettre à ce que les travailleurs puissent s'exprimer et qu'on encadre les marches. C'est ça qui donne de la valeur à notre démocratie, c'est ça qui donne une bonne image à notre pays au plan international. Je suis formel là-dessus. Les syndicalistes qui veulent travailler, par exemple marcher, doivent pouvoir faire le travail nécessaire à leur niveau pour qu'il n'y ait pas de prébis vandaleuses en leur rang, en leur sein, pour semer le trouble ou bien poser des actes de vandalisme à la limite. Mais si on finit de régler ce problème, il revient aux forces de l'ordre maintenant d'encadrer les marches. L'itinéraire qui est choisi, à la limite, quand je prends l'exemple de la CSTB, l'itinéraire qui était choisi ne posait aucun problème à l'État parce que c'est l'étoile rouge, Carrefour Africa, bourse du travail. Dès lors, parce qu'il faut être ferme sur un fait, c'est que il y a l'itinéraire Kadjaoun, président de la République, qu'il faut éviter. Il faut éviter un certain nombre de carrefours sur lesquels les gens peuvent poser des actes qui peuvent semer, en tout cas, dans le pays. Donc, dans la matière, si on règle cette question d'itinéraire, je crois qu'il n'y a pas de ligne rouge à franchir. Les lignes rouges peut-être se retrouvent peut-être du côté du CNHU et de la présidence de la République. Le reste, on peut continuer. Laisser les gens s'exprimer. Allez, pendant ce temps, le Télégramme nous informe, vous parliez de la marche justement de la CSTB, c'était le 1er mai dernier. Le Télégramme écrit donc « Garde à vue prolongée pour 42 militants de la CSTB, 12 personnes libérées ». Oui, on me dira qu'on a des éléments, des informations sur ces personnes, c'est pour ça qu'on les retient dans une certaine mesure. Attendons de voir, parce que je suis sûr que s'il y a des informations qui mettent à mal le vivre ensemble, la quiétude qui devrait être source de désordre ou d'acte de vandalisme, le procureur de la République n'hésitera pas à sortir, en tout cas, pour nous clarifier la situation. Toujours est-il que si c'est seulement au motif de la marche organisée qu'on les a arrêtés, je crois que la meilleure option ici et maintenant, c'est de les libérer. De les libérer en ce sens que oui, ils sont allés exprimer une situation, un état d'esprit. Et donc, la Constitution, l'article 25 le dit clairement, on peut manifester, on peut se rassembler en tenant compte des dispositions de la loi. Et la loi clairement dit qu'il faut signaler qu'on veut marcher. C'est vrai qu'il y a cette décision prise sous Toboula qui, je rappelle, fils... en tout cas, interdit tout rassemblement dans une certaine mesure, mais c'était à une époque. Aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à appliquer ça aux travailleurs? Il va falloir se remettre, en tout cas, à respecter ce que dit la Constitution. Si les gens déclarent qu'ils doivent marcher et l'itinéraire est bien défini et l'itinéraire ne porte pas atteinte à notre paix, pourquoi continuer à les réprimer? En tout cas, je le dis et je le redis ce matin, cette manière de faire les choses et de vouloir à tout prix réprimer, à tout prix étouffer les expressions, en tout cas, l'expression de la situation, du mal-être général. Donc, me diront qu'il n'y a pas de mal-être. Mais mal-être, il y en a. Il y en a en ce sens que c'est difficile. Hier, j'étais avec des gens quelqu'un qui m'a lu un message d'un travailleur qui travaille au CNHU
et qui, depuis un moment, a mal au dos. Il ne peut plus conduire sa moto pour aller au boulot. A dû prendre une voiture, mais avec le coût du carburant, avec les charges, la cherté de la vie, écrivait à un autre de ses collègues pour dire de bien vouloir plaider pour demander que les autorités lui accordent une attestation sur l'hôpital de zone de Calavi. Okay. Il a écrit le message en exprimant, en tout cas en expliquant comment il souffre, comment est-ce que son salaire ne lui permet plus de faire cette chose. Ça, c'est un mal-être général, c'est-à-dire, c'est un exemple. Enfin, c'est un mal-être. C'est un exemple de mal-être. Un exemple de mal-être. Voilà. Et donc, quand vous allez chez les producteurs, ils vous diront autre chose. Je vous ai lu le message de ce producteur des collines qui a dit jusqu'à une nouvelle ordre qu'il ne fera pas du soja. Ça pose un problème. Et pourtant, cette personne dont je parle, par an, c'est des tonnes de soja qu'il produit. Je donne l'exemple de celui qui est à Baninkoara, dont je ne citerai pas le nom, qui est un producteur, mais qui, une raison ou une autre, a été renvoyé de sa coopérative parce qu'il serait d'un courant qui n'est pas favorable à certaines personnes. C'est un problème. Et cette personne avait produit, quand on mettait le soja à 270 francs, elle avait, pardon, cette personne avait 700 sacs de soja. Et a expliqué sa difficulté. Et je parle du premier qui dit qu'il avait 7 millions de dettes à payer. Il a fait contracter des prêts pour faire la production de soja. Mais le prix qui a été fixé ne les arrange pas. C'est un mal-être. Je ne parle pas des travailleurs du ministère de l'Agriculture qui, depuis 2016 ou 2017, continuent de demander qu'on les réintègre dans une certaine mesure. Je ne parlerai pas de ceux-là. En tout cas, il y a une situation générale dans le pays. Hier, je vois cette dame autour de la table où je suis qui disait à son mari, mais écoute, l'argent que les hommes donnent aujourd'hui, ça ne suffit plus pour les femmes. Et nous, femmes, nous souffrons. Et le mari, tout souriant, disait, non, mais écoute, tu sais, la dame dit, non, la prochaine fois, je préfère que tu ailles au marché, je serai derrière toi, et tu vas négocier les prix. Non, les femmes aujourd'hui souffrent. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes du Bénin aujourd'hui. Toutes les femmes qui s'arrangent pour préparer à manger à leur mari à temps et de bons repas, il faut les féliciter aujourd'hui. Il faut vraiment, vraiment féliciter. Et je dis aux hommes, respectez vos femmes. Félicitez vos femmes. Dans cette situation, c'est les femmes. Les femmes vont au marché. C'est un message subliminal que vous tentez non, de pas passer subliminal. à quelqu'un qui nous suit peut-être en ce moment. Non, mais écoutez, moi je ne le cache pas. Hein. Je félicite ma femme parce que quand je m'assois avec elle, qu'on soit discuter. Bonjour. Elle n'est pas à Guédou. Je sais, je suis d'accord. Donc, vous savez, et j'imagine la situation de beaucoup de couples aujourd'hui avec la cherté de la vie. Les femmes sont les premières personnes qui souffrent. Parce que si vous avez l'habitude de donner 50 000 francs, je donne un exemple, et qu'elle va au marché et pour tout acheter maintenant, ça revient à 88 000, ça fait 33 000 de plus. Mais c'est elle qui jongle. Mais quand elle vient vous voir à la maison, homme, vous commencez par vous énerver. Vous énervez pour rien parce que vous n'êtes pas allé au marché. Et la raison que nous trouvons, et ce que j'ai évoqué hier aussi face à cette dame, c'est qu'elle disait, mais écoutez, nous-mêmes là, on n'a pas augmenté notre salaire là-bas. Donc par conséquent, on ne peut pas aussi augmenter la popote dans une certaine mesure. Mais quand on dit ça, écoutez, la dame souffre au marché. Le piment, on vous compte le nombre maintenant pour vendre ça à 100 francs, à 200. Le gari à 500, le haricot à 800 francs. Il y a une situation générale. Donc quand les travailleurs parlent de cherté de la vie, et que je vois des travailleurs, parce que vous avez la chance d'émarger, parce que vous êtes web activiste, vous avez la chance d'émarger 200 000 ou bien 150 000 ou 100 000 francs par mois. Et peut-être que vous n'avez pas pour autant de charges et que vous voulez critiquer ça, je pense que ça les rattrapera. Ils comprendront ce que c'est que la vie de famille, ce que c'est qu'un père de famille aller travailler, revenir à la maison et face à la difficulté, est obligé d'augmenter la propreté pour son épouse. Et parfois, l'augmentation ne résout pas le problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gouvernants doivent écouter le peuple. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on ne peut pas revenir à la situation de l'ONASA, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas désormais subventionner certains produits? Est-ce qu'on ne peut pas mettre davantage de moyens à la disposition des producteurs locaux, les encourager, les encadrer, les amener à la perfection de leurs produits pour que nous puissions agir sur le vivre et le consommer local dans une certaine mesure? C'est autant de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour faciliter la terre. Parce que nous avons des terres pour produire les haricots. Moi, je suis resté à Alada, j'ai vu qu'à Alada, on produit très bien le haricot, le maïs, tout ça là. Mais si les producteurs n'ont pas d'accompagnement, n'ont pas de machines agricoles et que c'est à la roue qu'ils doivent aller, tout ça là, on va vivre toujours la même situation. D'aucuns diront qu'il faut que les travailleurs aillent au champ. Mais s'ils vont au champ, qui va travailler dans l'administration?
Là réside toute la question. Laurent Roland Tonniquez, en tout cas sur la marche du 11 mai, les confédérations rassurent que toutes les formalités sont remplies. Nous informe le quotidien Matin Libre. Ce matin, marche du 11 mai, toutes les formalités remplies, rassurent les confédérations. Puis à Nassiara d'écrire regain de tension politique et sociale au Bénin, préserver à tout prix l'esprit de la devise nationale. Oui, la devise nationale, c'est fraternité, justice, travail. Et donc, nous devons en toutes choses, tout ce que nous faisons, faire preuve de fraternité, de justice, et nous devons travailler. C'est vrai que, oui, en la matière, les Béninois ne manquent pas de travailler. Oui, selon la position, on dira que les Béninois ne travaillent pas, mais écoutez, si vous savez que vous devez aller faire le travail et que à la fin, vous n'êtes pas bien traité et que vous n'avez pas les bénéfices escomptés, l'objectif n'a pas été atteint, est-ce que vous êtes motivé? Cela participe du travail. En réalité, la motivation nécessaire. Que ce soit pour le travailleur dans l'administration publique, que ce soit pour le paysan dans Perere, ou bien dans Gouvier à Lada, ou dans Zungbomé à Renvi, toujours dans Lada, je crois qu'il y a une question de motivation qu'il faut à tous les niveaux. Si le producteur, quand l'autre dit jusqu'à nouvel ordre qu'il ne fera pas du soja, c'est parce qu'à un moment donné, il a manqué la motivation. Si le soja a été acheté à 350 chez ce monsieur, je suis sûr qu'il ne dira pas la même chose. Donc, il y a que... Nous devons travailler, d'accord, mais dans le travail que les gens motivent davantage ceux qui travaillent, ceux qui se battent pour ce pays. Et que, en toute chose, que nous nous rappelions que nous sommes des frères et sœurs. Que nous ne traitions pas à cause de notre coloration politique, que nous pensions que l'autre n'est pas digne d'être béninois et qu'on le traite de tous les noms ou on est prêt à le jeter à la poubelle. Que notre position ne nous amène pas à nous intéresser seulement à ceux qui sont autour de nous, en brimant ou en méprisant les autres là qui ne parlent pas le même langage que nous. Nous avons parlé de justice. Donc la justice doit s'observer de tous les côtés, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit justice dans le droit, la justice, que ce soit dans la société, justice sociale, dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire preuve de fraternité, de justice et de travail. Et malheureusement, nous constatons que depuis quelques années, il y a que ce n'est pas respecté à 100%. Si ce n'est pas un président qui vient mettre en mal la fraternité, c'est qu'il vient mettre en mal, comment vous appelez, la justice sociale, parce que l'autre dira, passé a dit prospérité partagée, après on nous a parlé de rupture, et puis après la rupture, à un moment donné, on a constaté qu'il n'y avait pas pour autant de justice sociale, et puis après on nous a décrété le hautement social, annoncé le hautement social. Ça a pris du temps pour être concrétisé. Ça a commencé, mais on veut davantage. On ne demande pas à Patrice Talon et à son gouvernement de passer de maison en maison pour distribuer de l'argent. On ne leur demande pas ça. On ne leur demande pas d'aller distribuer des kilos de gari ou de maïs dans les ménages, dans les foyers. Non. Ce qu'on demande, c'est que l'autre qui a parlé, son prédécesseur qui a parlé de prospérité partagée, peut-être qu'à ce niveau, il y a eu un peu de désordre, un peu de mauvaise gestion à la limite. Si on constate, on se dit qu'il y a une mauvaise gestion à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer alors cette prospérité partagée? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut fièrement dire qu'il y a prospérité partagée au Bénin? Est-ce que ce n'est pas une minorité qui vit bien au détriment du grand peuple? C'est autant de questions que nous devons nous poser. Et je me dis, oui, nous avons peut-être la force d'être du bon côté aujourd'hui, mais nous devons travailler davantage à être proche des personnes vulnérables, à être proche de la veuve et de l'orphelin, à être proche de ce travailleur. Je parle de l'AME, par exemple. Okay. Oui, même si on augmente son salaire, il faut lui donner une garantie juridique, une protection juridique, en le prenant comme agent permanent plutôt que de le maintenir dans ce statut-là pour dire qu'on lui a augmenté le salaire, il prend 12 sur 12. Mais là, il est dans une situation où à tout moment, on peut le remercier. La loi sur l'embauche, on en a tellement parlé. C'est une menace pour les jeunes du Bénin. Même si le chef de l'État en est fier et en parle quand il veut convaincre les investisseurs à venir au Bénin, je crois, et je suis là-dessus, c'est une menace pour le jeune béninois. Je donne l'exemple, je l'ai dit la dernière fois, je le reprends ce matin. Écoutez, la GDZ, c'est une belle chose, une bonne chose, une très belle bonne initiative. Je suis allé à GDZ, j'ai vu ce qui est fait là. Et ça, j'apprécie en tant que Béninois. Je loue ça. C'est très bien fait ce qui se fait là. Mais il y a un problème.
la justice sociale à ce niveau, je pense qu'il y a un problème. Parce que quand je lève le matin, que je me mets au bord de la voie, que je vois les Indo-Pakistanais et autres nationalités qui travaillent là-bas sont acheminés vers le site par bus, par véhicule, tous les matins, je les vois venir passer. Plusieurs bus passent pour aller à Glodjibé. Mais que je vois mes frères et sœurs béninois, sous la pluie, ce matin j'en ai encore vu, au bord de la voie, en train de faire un auto-stop. Auto-stop, sac en main, casque en main. Et vous allez voir, parfois certains parmi eux ont l'air totalement désespérés. C'est un peu comme on dit en fond, n'encan blogon. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non. Et au bord de la voie, en train de faire la main, auto-stop. Et les soirs, allez vous mettre devant la GDIZ. C'est le même scénario. Le même scénario, la même scène que vous voyez. Donc, je voudrais interpeller les gouvernants. Ils ont commencé un travail sur le harcèlement, les déviances sexuelles là, mais je pense aujourd'hui que l'État prenne ses responsabilités pour revoir cette situation-là. Comment faire pour que nos frères et sœurs, nos enfants, nos jeunes sœurs qui vont travailler là-bas, qu'on trouve un moyen aussi, qu'on les s'achemine aussi en groupe vers le site là. C'est très important. Parce que, pour moi, il y a un problème de justice sociale. Donc, il va falloir y réfléchir. Autant, à tous les niveaux, nous avons des choses à dire. C'est vrai, le gouvernement fait des choses, je le dis. De bon cœur, de grandes choses ont été, et bonnes choses ont été faites. Mais ça ne nous empêche pas de les rappeler, de leur rappeler ce qui n'est pas bien. Pour leur dire, améliorer ça, c'est pour votre... Parce que demain, là, en 2026, si Patrice Talon finit bien son mandat, on ne va pas célébrer Laurent Roland-Tonné Nkessin. Encore que je ne l'ai pas servi, donc je n'aurai rien à y gagner. C'est lui qui sera célébré. Ce sera une fierté pour son épouse, ce sera une fierté pour ses enfants, ce serait une fierté pour son entourage. J'insiste sur le fait qu'il va falloir faire l'essentiel pour revoir ce qui se passe là. Allez, ceci est aussi essentiel. Laurent Roland-Tonné Nkessin, il faut absolument en parler. C'est avec le quotidien Le Grand Jury qu'on peut lire ce titre. Démocratie syndicale à la COSI Bénin. Le SG Noël Chadaré cède sa place à Kodjo Renlin après 12 ans de gestion. Oui, c'est un bel exemple de démocratie. Je crois que si les syndicalistes font preuve de respect des thèses comme ça, ils passent un message aux acteurs politiques. Parce qu'en son temps, ils ne leur feront pas de cadeau. Si Noël Chadaré aujourd'hui en arrive à partir après 12 ans, il a dit que les tests sont clairs et il doit partir. Et quand bien même certains travailleurs, en tout cas, certains syndicats affiliés à la COSI, seraient d'accord qu'il reste, il a dit qu'il faut respecter les tests. Et il s'en va pour passer un message aux acteurs politiques. Dès lors que l'heure sonnera pour vous de partir, il n'y a pas de débat. Faites l'effort de partir. Autrement, vous verrez les travailleurs derrière vous. Autrement, vous verrez les syndicats. Autrement, vous verrez le peuple. Parce que si les autres, la démocratie n'est pas faite que pour les autres, c'est fait pour tout le monde. Et chacun ce qui le concerne. Que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, au niveau du pouvoir législatif à un moment donné. Si les tests disent quelque chose, respectons les tests et allons-y. Bon, maintenant, attendons de voir ce que sera Kodjo Renlin. On va espérer qu'il fasse le travail dans les règles de l'art, pas qu'il soit tonitruant pour être tonitruant, criant tout le temps, non, mais qu'il fasse bien le travail, qu'il représente véritablement les travailleurs, qu'il évite les compromis ou les compromissions, c'est très important, parce qu'on sait très bien que par le passé, il est arrivé des situations comme ça, qui ont contraint certains acteurs de la société civile ou des syndicats au silence. Malheureusement, il va falloir ne pas tomber dans ce piège. Cela, il va de l'intérêt de la COSI Bénin et de tous les travailleurs qu'il doit représenter. Restons avec le quotidien Le Grand Jury, Laurent Roland-Tonné Nkessin, c'est impossible de faire sans ce titre. Le colloque de l'Église catholique qui continue de faire parler. Selon l'archevêque de Cotonou, le chef de l'État aime un pays sans aimer ses habitants. Je pense d'ailleurs qu'on y a rapidement fait allusion en fin de semaine passée. Oui. Le préfet Kodia rabat d'emblée le caquet à Monseigneur Antoine Gagné, écrit Le Grand Jury. Non seulement le président de la République aime le Bénin, mais également les Béninois, a-t-il affirmé. Le peuple témoin, privilégié et heureux salue ces prouesses inédites de mémoire des Béninois. Moi, je voudrais d'abord m'intéresser au titre du journal.
Et ça me dérange un peu. Okay. Et je vois que ces derniers jours, nous, professionnels... Vous parlez de la formule utilisée pour... Nous, professionnels des médias, nous donnons caution aux prises de position de certains acteurs politiques au point de virer dans une sorte de... en tout cas, ça met mal à l'aise certains titres de certains journalistes ces derniers temps. Dit que le préfet Kodia rabat le caquet à un monseigneur, un leader religieux. On peut trouver mieux à dire, on peut trouver mieux pour exprimer ce qu'on veut dire. Mais puisque certains parmi nous ont préféré parfois virer de l'autre côté carrément et donner caution à certaines positions qui donnent du mal-être aux citoyens, c'est leur choix. Mais je voudrais rappeler que oui, on peut remettre en cause ce qu'a dit Monseigneur Antoine Gagné. Le préfet est bien placé, en tout cas, il est bien placé pour réagir parce qu'il est quand même proche de Patrice Talon. Et cela coule douce depuis 8 ans préfet. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand nous connaissons un peu son passé, quand il a été sous-préfet sous Soglo, et puis après Soglo, ça a été toute une difficulté pour lui sous Kékou parce que à l'époque, quand il était sous Soglo, il y avait des choses qui avaient été interdites dans la commune d'avoir un clavier. Et puis, ça l'a rattrapé. On connaît un peu son... il a passé un long temps de désert, dans une certaine mesure, pour être préfet finalement en 2006, pour être là pendant 8 ans. C'est normal qu'il cherche à tout prix. Parce que c'est un préfet qui est assez dynamique hein, quand même. Il ne faut pas oser parler de Patrice Talon. Il est plus qu'un web activiste. Il répond du tac au tac. On ne peut pas condamner ça. L'essentiel, c'est qu'il soit là pour les 10 ans. On le lui souhaite d'ailleurs. Mais moi, je pense que, sincèrement, dans une certaine mesure, même si on a envie de remettre en cause ce qu'a dit Monseigneur Antoine Gagné, j'ai pu voir quelqu'un dire que ce que Monseigneur Antoine Gagné a dit, que c'est une insulte au chef de l'État. Moi-même, j'ai fait les frais, parce que la semaine passée, quand j'en parlais, quelqu'un est venu me dire que oui, que je prends ça, que j'encourage les insultes. Est-ce qu'il a insulté? Dit que quelqu'un aime une maison, mais n'aime pas. Qu'on a l'impression qu'il n'aime pas ses habitants. Il n'a pas. Voilà, merci, qu'on a l'impression qu'il n'aime pas ses habitants. Est-ce que c'est une insulte? C'est à celui qu'on parle là. Du contraire, justement. De montrer que oui, il aime les habitants de la maison, c'est très simple. Autant que la maison. Il n'y a pas de débat. Donc tous ceux qui supputent autour de ça, je crois qu'apparemment, ils n'ont pas de travail. C'est-à-dire que ces temps-ci, comme il n'y a pas d'actualité, ils sont plus ou moins pour moi désœuvrés. Écoutez, si le chef de l'État est dérangé par ce qu'a dit Monseigneur Antoine Gagné, qui démontre qu'il aime les Béninois, je ne dirais pas qu'il déteste les Béninois, pourtant, il a posé des actes qui montrent que oui, il est là pour les Béninois. Mais davantage... On a quelques doutes, on aimerait en voir un peu plus. Un peu plus. Je pense que c'est ça le message. C'est le message que pose Antoine Gagné. C'est tout simple. Mais ce n'est pas insultant que de parler ainsi. Quand des gens veulent à tout prix voir des insultes dans ce qu'on dit, oui, ils sont libres hein, dans une certaine mesure. Et je sais qu'ils ne feront pas le cadeau non plus pour ce que je dis ce matin. Écoutez, je suis devenu cabrimor, il n'y a pas de problème. Dites ce que vous voulez. Mais moi, ma position ne change pas. Ma position, c'est clair. C'est-à-dire que s'il y a des choses à faire, à améliorer pour le commun des Béninois, que le chef de l'État et son gouvernement travaillent à cela. On est à quelques 2 ans de la fin de son mandat. Donc, oui, il sera célébré. Ma prière pour lui, c'est qu'il soit célébré. Et que oui, au-delà de 2026, même 1 an après, qu'on commence pas à le regretter. C'est très important. Plutôt qu'il pose des actes et qu'il parte, et puis après, on dit, bon, enfin, oui, on est libéré. Non, moi, je ne lui souhaite pas ça. La Sierra nous informe d'ailleurs ce matin à son oreille droite que nous sommes à 750 jours de la fin du mandat. Moi, je ne vais pas compter. Je vais pas compter les jours pour lui. La Sierra a compté. Je ne vais pas compter les jours parce que cette manière de vouloir compter les jours, c'est un peu comme si on est préoccupé de le compte à rebours qui est lancé. Écoutez, si vous pensez que vous êtes en difficulté, c'est difficile que vous comptez les jours, c'est en ce moment que vous souffrez davantage. C'est ça, c'est ça. Donc, autant mieux oublier, vous confier à Dieu, confiez votre sort à Dieu. Vous qui pensez que vous souffrez davantage. En tout cas, moi, je ne souffre pas. Dieu est au contrôle en toutes choses. Laurent Roland Tonniquez, fraternité à présent, répression annoncée des véhicules à 4 roues. La police s'active, les usagers de la route sur le qui-vive. Écoutez, la répression a commencé et que les gens soient dans les règles, c'est pas compliqué. Comment comprendre que parfois des véhicules prennent feu sur la voie, on n'a pas d'extincteur et tout brûle? Première chose. Comment comprendre qu'on fait des accidents, un accident, juste
une voiture qui cogne juste une moto, et puis quelqu'un cogne sa tête contre le tableau de son, ou le volant de sa voiture, et puis il meurt. Parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Comment comprendre que, oui, un pneu est crevé, et puis le chauffeur est bloqué au milieu de la voie parce qu'il n'a pas de clé, qu'il n'a rien. Il n'a même pas de triangle pour annoncer qu'il est en difficulté. Pourquoi? Moi, je pense que sur des questions basiques comme ça, il n'y a pas à faire plaisir à quelqu'un. Moi, je dis, seulement, je veux bien demander aux forces de l'ordre, aux agents de la police républicaine, quand on vous envoie, sachez vous envoyer, chers amis. Qu'il veuille bien faire mieux que ce qui a été fait récemment. Oui, quand on vous envoie, chers amis de la police républicaine, sachez vous envoyer. Vos chefs sont à l'abri du besoin. Vos chefs ne seront pas en difficulté comme vous. Vous êtes sur le terrain face aux populations. Et parmi tous ceux qui circulent, il y a des malades qui circulent. Donc ne vous laissez pas, ne vous exposez pas à ces malades-là. Faites votre travail. Qu'est-ce que vous entendez par malade? Oui, mais il y a des malades. Celui qui allait conduire, qui a brisé le pied d'un commissaire à sauver, je ne sais quoi là. Vous pensez que c'est quelqu'un de normal qui peut faire ça? C'est pas quelqu'un de normal qui ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, je dis, il y a des malades sur la voie qui sont prêts à tout. Parce que, et c'est ça le véritable problème. Dans un pays où les gens souffrent davantage, regardez, le père de famille qui sort de sa maison, hier soir, difficilement, sa famille a mangé. Et depuis 3 jours, c'est la même situation. Et ce matin, il a rendez-vous avec quelqu'un à qui il a demandé 5 000 francs. La personne a dit de venir à Cotonou. Et il s'arrange pour trouver 700 francs ou 800 francs à emprunter chez quelqu'un. Il prend le carburant de la moto. Il s'en va. Il prend la route. Il est à jour. Mais le problème se fait que, à cause des contrôles de routine, le policier vient se mettre au milieu de la voie pour lui dire de s'arrêter. Il veut voir s'il a les papiers de la moto, des trucs comme ça. Il est déjà révolté depuis 3 jours. Rien que pour ça, il peut poser des actes désobligeants. Moi, je dis, si vous arrêtez quelqu'un que la personne ne veut pas s'arrêter, si vous avez la possibilité de relever l'immatriculation et laisser les partir. Et coincer-les ailleurs. Ne vous exposez pas inutilement. Je le dis aux policiers, c'est très important. Maintenant, quand vous arrêtez aussi, ah oui, il y a des gens, quand vous les voyez, quand ils sont en difficulté, vous comprenez qu'ils sont vraiment en difficulté. Mais quand je suis jeune et je vois un père de famille en train de pleurer à chaudes larmes, se mettre par terre, s'asseoir, demander pardon. À un moment donné, faisons parler notre cœur. C'est très important. Avec Dabi Info à lire ce matin, Laurent Roland-Antonin, qui est session administrative de la Haute Cour de justice, la présidente Dordy Amon exhorte ses collaborateurs à résigner à l'immobilisme et à l'inactivité. J'ai lu ce titre-là et j'ai souri. J'ai souri. Vous savez pourquoi j'ai souri? La Haute Cour de justice fait quoi depuis 1990? Je me pose la question. On dit que c'est pour juger le président de la République et les ministres, et parti patata. Depuis 1986 à aujourd'hui, combien de ministres jugés? Combien de présidents de la République jugés? Est-ce que cette institution mérite d'être maintenue? Je me pose une question. Et quand la présidente en arrive à dire, à exhorter ses collaborateurs à résigner à l'immobilisme et à l'inactivité, ils veulent faire quoi? Ils vont créer le travail? Non, soyons clairs. Ceux qui travaillent à la Haute Cour de justice, est-ce qu'ils vont inventer le travail et faire? S'il n'y a rien à faire, les gars iront au bureau, vont s'asseoir là du matin jusqu'au soir et puis rentrer. Après, ils vont payer. Ils vont être payés. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut. On a plus important dans le pays. Quand elle dit de résigner à l'immobilisme, à l'inactivité, mais on n'a pas vu les gens là défiler là. Qu'est-ce que les citoyens ne dénoncent pas dans ce pays? Mais combien de fois la Haute Cour de justice est autosaisie de tel dossier pour chercher à mieux comprendre? Moi, je pense sincèrement que laissons les discours. Allons au concret. Et s'il y a une institution qui mérite d'être enlevée carrément, purement simplement, il faut l'enlever. Parce que je regarde un peu l'histoire de la Haute Cour de justice au Bénin. Mais écoutez, mon cher Ahmed, arrête pas. Autant de salaires payés. Des députés qui siègent à la Haute Cour de justice, la présidente de la Haute Cour de justice qui siège à la Cour constitutionnelle. Ça nous apporte quoi? Si on pense qu'il faut, pour poursuivre un ministre, il faut passer par le Parlement, il faut vraiment demander ci, demander ça, des trucs comme ça, il faut que les députés votent. Et on sait très bien qu'à un moment donné, il y a des intérêts qui entrent en jeu, il y a des gens qui bloquent. Dans ce pays, on a voulu poursuivre un ministre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une certaine télécommande ailleurs avec certains de ses amis
au Parlement ont empêché. Je ne vais pas citer, mais les exemples, on en a. Donc, quand elle dit à ses collaborateurs de se résigner à l'immobilisme et à l'inactivité, je pense qu'il n'y a pas... c'est parce qu'elle est consciente que cette institution ne travaille pas. Et les gens ne peuvent pas créer le travail. Ils ne peuvent pas inventer ce qu'ils doivent faire. C'est très important. Je voudrais rappeler que oui, trouvons les moyens véritablement de réduire les procédures d'interpellation des ministres. Parce que c'est ça le véritable problème. Il y en a plein qu'on pourrait attaquer, qu'on pourrait interpeller au niveau de la haute justice, mais on ne fait rien de tout ça. Et puis après, on dit que de se résigner à l'immobilisme et à l'inactivité. Écoutez, passons à autre chose. La une, on passe justement à autre chose. Roland Anthony, qui est le samedi dernier, si je ne m'abuse, samedi dernier, 3 mai, célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Basi Chibozo et la PADEM Bénin réfléchissent sur les mots de la presse béninoise. Oui, vivement qu'au-delà de ces réflexions, des solutions soient trouvées pour corriger les mots qui minent la presse béninoise. Quels sont ces mots, justement, selon vous? Les mots qui minent? Pour n'en citer que quelques-uns. Non, les mots qui minent la presse béninoise, c'est d'abord à partir de nous-mêmes. Nous nous vendons moins chez les acteurs politiques qui font de nous ce qu'ils veulent, qui nous manipulent. Et vous voyez des titres que nous mettons à la une des journaux parfois, ou bien les commentaires que nous faisons à la limite, pour arranger tel ou tel camp à la limite. Moi, je pense que c'est ça. Ça commence pas là. Ça commence par la conscience professionnelle de chaque journaliste dans ce pays. Nous devons dire ce que je fais là. Est-ce que je suis du côté de la veuve de l'orphelin, ou bien je suis du côté de celui qui méprise la veuve de l'orphelin? Ça commence pas là. Si je veux écrire un truc, je dois me poser la question de savoir ce que j'écris là. Est-ce que ça apporte un plus à l'amélioration des conditions de vie, de travail des Béninois? Ce que je dis là, est-ce que ça participe de la construction de modules de classe pour les écoles, des élèves, je pense à Djabo par exemple? Est-ce que ça participe à donner des tables bancs, des mobiliers à ses enfants? Est-ce que ça participe à construire un centre de santé à, comment vous appelez, à quel village je vais donner peut-être dans la commune de Tenji, pardon, à Djidja par exemple, d'accord, à Setor ou bien à Serre, oui, il y a Serre dans la commune d'Alada également. Est-ce que ça participe à faire quelque chose à You pour améliorer l'état de la voie dans une certaine mesure? C'est autant de choses que nous devons faire, ça commence par là. Mais puis après ça, de l'autre côté, ceux-là qui nous tiennent, ils nous tiennent, véritablement ils nous tiennent. Mais il n'y a plus d'aide à la presse. Donc, quelques médias sont obligés de se greffer à un partenariat qui ne dit pas son nom. Je ne vais pas donner le nom du partenariat. Mais qui, aujourd'hui, fait que c'est devenu l'élément, comme un élément de chantage pour certains médias. Je l'avoue, c'est comme un élément de chantage. Et moi, je regarde un peu ça, ce qui fait que moi, par exemple, j'ai refusé carrément. Je connais beaucoup de médias en ligne, de collègues qui sont des médias en ligne comme moi, mais qui sont obligés parfois de faire de la coubette pour avoir le minimum. Moi, je me suis donné comme engagement ne jamais aller voir qui que ce soit pour demander un contrat. Si je trouve à faire, je fais. Si je trouve les moyens d'écrire un article, j'écris. Si je ne veux pas écrire, je continue mon chemin. Mais je ne vais pas me laisser manipuler. Parce que le véritable problème, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Nous n'avons pas assez d'informations. Vous appelez un directeur départemental pour une information. Et vous demandez à le rencontrer. Il vous pèle tout le temps, il vous dit de venir. Vous l'appelez un lundi. Et vous devez faire un travail. Il vous dit de venir jeudi. Jeudi ou vendredi, carrément. Et vous allez là-bas, il vous fait asseoir. Il vous écoute et il commence à raconter toute sa vie. Et après, il vous dit, bon, mon cher ami, vous savez, sous la rupture, à notre époque maintenant, on ne parle plus que n'importe comment, vous savez. D'abord, avant de parler, avant de rentrer, j'espère que vous n'avez pas allumé enregistré, coupez tout d'abord. Et puis, parfois, on vous fouille comme si nous sommes dans un pays de terrorisme. En tout cas, c'est vrai que le terrorisme civil dans le Nord-Bénin. Mais on vous fouille d'abord. Et puis après, il vous dit, bon, vous savez, vous allez écrire une lettre et vous allez m'envoyer ça. Et la lettre adressée au ministre, mais vous déposez ici, je vais envoyer ça là-bas, ici, mes supérieurs. Et là, on vous perd tout le temps. On perd le temps, en fait. Mais quand les journalistes arrivent parfois à donner certaines informations, c'est eux-mêmes qui viennent donc vous attaquer pour dire que vous n'avez pas la vraie information. Mais eux-mêmes ne veulent pas partager la vraie information. Donc, il y a une certaine opacité. Et la question de l'accès à l'information. Donc, moi, je crois que ça, les mots qui minent, d'abord, c'est à notre niveau, nous devons nous revoir.
Et deuxième chose, nous devons travailler à faire en sorte que, oui, ceux pour qui nous travaillons parfois nous respectent davantage. Si la presse n'est pas respectée à bien des égards dans bien des domaines, c'est de notre responsabilité, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que certains parmi nous sont habitués à faire le salam alek aux acteurs politiques. Vous voyez des journalistes s'attroper, un acteur politique vient à une conférence et puis après, il finit, les journalistes l'entourent. Il n'y a rien pour vos amis journalistes. Ça sonne mal. C'est la raison pour laquelle je me suis donné le devoir pour dire plus jamais de reportage institutionnel dans ce pays. Je ne le ferai plus. Parce que vous finissez à la fin, on vous donne une liste, vous imaginez 5 000 francs. Ah bon, c'est ce qui se fait. Non, mais écoutez, je le dis, moi, d'accord, c'est connu de tous. Vous finissez d'émarger, attendez, vous finissez d'émarger et puis après, vous traitez l'élément, le reportage passe et c'est un point focal qui vous appelle pour dire ah, vous n'avez pas pris cette séquence du ministre, vous avez pris telle image, le ministre avait la main à la tempe, tu as pris cette image, vous avez fait ça. Mais écoutez, et ça, attention. Donc moi, je pense que sincèrement, il faut revoir ces conditions-là. Il faut que les patrons de presse trouvent les moyens de bien traiter les journalistes. Voilà, il y a la question de bien traiter les journalistes. Parce que des journalistes dans des rédactions n'ont même pas de salaire, sont obligés de vivre sur les perdièmes. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas de DEN TV. Mais il y a des médias où les jeunes sont obligés de vivre sur les perdièmes. Effectivement. Non, il y a des choses à régler. Donc, je crois, ils ne seront pas d'accord avec moi, surtout nos aînés qui se sentent concernés par un certain mesure que dénoncent, ils ne seront pas d'accord avec moi. Lui sort d'où? Oui, je sors de la presse béninoise. Et je vais en parler. Il faut qu'on se dise la vérité. Allez, pendant ce temps, Roland Anthony Kess, on va finir là-dessus. Le Bénin fait un bond de 23 places dans le classement Reporters sans frontières 2024 sur la liberté de presse. C'est le quotidien, le potentiel qui en parle. Oui, je crois que le gouvernement doit pouvoir être fier de ce bond. Parce que vous savez, quand il y a eu des situations de répression de certains journalistes, d'arrestation de certains journalistes, nous avons reculé sérieusement. Et aujourd'hui, fort heureusement, depuis quelques jours, depuis quelques mois, il n'y a plus d'interpellation de journalistes pour autant. Les quelques journalistes qui se sont retrouvés en prison se sont retrouvés en prison la plupart du temps pour des affaires privées. Et donc, ce qu'on ne peut pas attribuer, lier à la presse béninoise. Mais il faut aussi mettre du bémol. Les journalistes hostiles aujourd'hui, vraiment, parce qu'il faut oser. Vous voulez dire que c'est un classement trompe-l'œil? Pour moi, à 50%, c'est un classement trompe-l'œil. C'est-à-dire, les journalistes aujourd'hui, dans toutes catégories confondues, est-ce que beaucoup ont le courage de parler, de dire véritablement les choses telles que ça se passe là, sans avoir peur? Vous savez que beaucoup se sont transformés en communicants. Malheureusement, beaucoup de médias aujourd'hui sont des... Une presse plutôt résignée qu'audacieuse. C'est une presse résignée, et donc c'est un classement à 50% trompe-l'œil. Beaucoup parmi nous, nous sommes devenus des communicants. Nous communiquons. Nous ne portons plus un regard critique parce qu'on a besoin de survivre. Nous n'osons plus porter un regard critique. Oui, voilà. Nous sommes contraints à ne plus porter un regard critique. Beaucoup. Merci à vous. Moi, j'ose par moment. Oui. Sachant très bien que, oui, beaucoup me disent, ah oui, tu veux tout dire, pense à ta famille. Attention à ta famille. Je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas diffamé. Merci à vous, Laurent Roland Anthony Kess.